Ici Satou. J'ai lu un jour dans un livre, un voyage est fait de rencontres et de séparations. Les rencontres et les retrouvailles inattendues font partie intégrante du véritable frisson d'un voyage. Le chant des oiseaux annonçait l'arrivée du matin. Pour une raison inconnue, mon corps était lourd. Ouvrant les yeux et regardant ma poitrine d'un air trouble, j'ai aperçu une petite main élancée accrochée à ma chemise. Portant mon regard sur le côté, j'ai trouvé Lulu profondément endormie, accrochée à mon bras gauche. Nous n'avions pas été aussi proches quand je me suis endormie, elle avait dû se blottir contre moi, me prenant pour Arisa. Ensuite, j'ai regardé de l'autre côté. Là, j'ai vu Mia, les sourcils froncés, mal à l'aise, tandis que deux gros monticules appuyaient sur sa tête. Au-dessus, la propriétaire du couple en question dormait paisiblement, un bras autour de Mia et l'autre sur ma poitrine. Profondément endormie, elles se comportaient vraiment comme des sœurs. J'aurais été mal à l'aise de réveiller tout le monde, alors j'ai laissé la douce chaleur et le parfum agréable des filles m'apaiser. Si mon regard s'est fixé un instant sur la poitrine de Nana avant de le faire, c'était peut-être dû à ma nature masculine. J'ai fait de gros efforts pour étouffer le phénomène physiologique qui aurait normalement dû se produire le matin. J'apprécierais un peu d'être pardonné pour avoir apprécié ma position ici. Maître, le petit déjeuner sera bientôt prêt, alors levez-vous. Lisa, qui avait pris la garde de nuit à l'aube, est venue me réveiller. Le léger frisson dans sa voix était sans doute le fruit de mon imagination. Je me sentais un peu coupable, au point d'avoir presque envie de m'excuser, mais je me suis retenue et lui ai simplement souhaité le bonjour. Nos voix avaient réveillé Lulu et Mia. Repoussant froidement l'étreinte de Nana, l'elfe a lancé un bref et simple « Bonjour ». Maître, je suis désolée. J'étais si fatiguée, j'ai juste. Comprenant qu'elle me serrait le bras, Lulu s'éloigna précipitamment. Sa peau pâle rougit jusqu'aux oreilles. Et dire que tu as dû te réveiller avec une vilaine gueule comme la mienne dès le matin. Lulu commença à s'excuser, l'autodérision grandissante, mais je la coupais. Ça ne me dérange pas de te donner un coup de main quand tu en as besoin. En plus, je trouve que tu as un joli visage, Lulu. J'aimerais juste savoir comment le dire pour que tu me croies. T'es très jolie. Comme si elle n'en croyait pas ses oreilles, Lulu resta bouche bée. Je ne voulais pas passer pour une dragueuse, mais j'espérais que ça apaiserait au moins un peu son complexe. C'est assez amusant de voir son joli visage changer d'expression, mais je devrais probablement me lever maintenant. Je souris doucement à Lulu en m'asseyant. Rencontrant une étrange résistance, je retirai la couverture et trouvai Pochi et Tama profondément endormis, accrochés à mon t-shirt. Ces deux-là étaient donc responsables du poids et de la chaleur que j'avais ressenti plus tôt. Je leur pinçais légèrement le nez pour les réveiller avant de leur dire d'enlever leur pyjama et de s'habiller pour la journée. Après que Mia les eut repoussés, les seins de Nana restèrent dressés, défiant vaillamment la gravité. Le spectacle était si envoûtant que ma main menaça de bouger toute seule, mais comme des enfants regardaient, je me forçais à contrôler ses envies. Remarquant mon champ de vision, Mia serra la poitrine de Nana avec irritation pour la réveiller. Séquence de démarrage lancée. Exécution terminée. Mia, l'utilisation du dispositif de protection thoracique comme moyen de réveil a provoqué une douleur excessive, je signale. Désolé. Nana se redressa, raide, en marmonnant comme un robot. Je crois que la version courte était quelque chose comme « Ne me réveille pas en me touchant le sein ». Ça fait mal. Mia s'excusa brièvement auprès de Nana, tapotant sa fine poitrine d'un air maussade. Après ça, Pochi, Tama, Lulu et Nana commencèrent à se changer. Alors je me dirigeai de l'autre côté de la calèche et fis de même. Satou, qu'est-ce qu'il y a, Mia? Grâce à ma compétence, changement rapide, j'étais déjà parée de nouveaux vêtements. Sèche, Mia me tendit une serviette, retira son pyjama sur le champ et me tourna le dos. Sueur nocturne. Oh, alors elle veut que je les essuie? Mia était attachée à moi depuis le début, mais après que je l'ai sauvée du zen, elle avait commencé à jouer les enfants gâtés, extrêmement vulnérables. Ça ne me dérangeait pas de faire des câlins ou quoi que ce soit, mais il valait mieux être prudent avec ce genre de choses, alors je lui ai donné un conseil. Mia, tu ne devrais pas te déshabiller comme ça devant une personne du sexe opposé. Elle a répondu d'un ton bref et d'un hochement de tête, mais je n'étais pas sûre qu'elle ait compris. Je suppose que je ferais mieux de demander à Lisa ou à Lulu de lui en reparler plus tard. Bon, tout est propre. Merci, j'ai fini de lui essuyer le dos et je lui ai tendu la serviette. Au lieu de cela, Mia se retourna et resta plantée là, les bras ouverts, attendant avec impatience que je lui essuie le devant. Évidemment, elle portait des sous-vêtements sur le bas du corps, mais seuls ses longs cheveux couvraient le haut de son corps. Tiens aussi, Mia, tu peux essuyer le devant toute seule. Satou, non, tu ne me feras pas changer d'avis. Mia me supplia de ses plus beaux yeux de chien battu, mais je ne me laissais pas faire. Son petit corps innocent ne m'intéressait pas, mais la situation me semblait de plus en plus immorale. Je n'avais aucune envie de m'aventurer sur le chemin escarpé d'un lolicon,
alors j'ai catégoriquement rejeté sa demande. Finalement, cédant, Mia accepta à contre-cœur la serviette et se sécha. À en juger par le mouvement des points sur mon radar, Lulu et Nana semblaient avoir fini de s'habiller. J'ai laissé Mia derrière la calèche et j'ai rejoint le reste du groupe. Le petit déjeuner de notre deuxième jour hors de Serious City se composait de viande de cerf et d'une soupe aux haricots cuits, aux oignons et à une plante sauvage ressemblant à de l'ail. Honnêtement, j'aurais pu me passer de viande dès le matin. Nana mangea son porridge de blé habituel, mais cette fois-ci recouvert de fromage râpé. Lisa était si attentionnée. « Arisa, si tu retournes te coucher, prends au moins ton petit déjeuner avant. » D'accord. Arisa, qui était de garde à l'aube avec Lisa, était dangereusement proche de s'endormir. Je m'assurais qu'elle ne s'écrase pas la tête dans sa soupe avant d'avoir fini son petit déjeuner. Dès qu'elle eut terminé, Arisa s'évanouit sur place. Comme elle ne semblait pas matinale, je décidai qu'elle devrait désormais s'en tenir à la première équipe de nuit. En réfléchissant, je passais le reste du temps avant notre départ à m'entraîner à chanter des sorts. Mia me donnait parfois des conseils, mais j'avais du mal à comprendre où elle voulait en venir avec ses paroles et ses gestes brefs, et son attention fut en grande partie vaine. Il me faudrait trouver un moyen d'améliorer la communication pour que nous puissions nous comprendre sans trop d'efforts. Après avoir quitté le camp et voyagé un moment, j'aperçus une ombre noire dans la mer d'herbe qui couvrait les collines. Mon écran de réalité augmentée indiquait qu'il s'agissait d'une grande fourmi accro. C'était le genre de monstre que Lilio et les autres avaient déjà rencontré. Satu, qu'est-ce que c'est, Mia? Mia, qui jouait dans l'orchestre de flûte à bec du groupe des plus jeunes, s'approcha du siège du cocher. Arrête, elle devait probablement aller aux toilettes. Il y avait une prairie bien labourée au bord de la route, alors j'ai demandé à Nana, qui s'entraînait à conduire la calèche, de s'arrêter. Sur le dos, juste ici, je n'ai pas vraiment compris, mais la demande étrange de Mia semblait plus solennelle que d'habitude, alors je l'ai laissée monter sur mon dos. Pochi et Tama ont regardé Mia avec une pointe d'envie. Ça ne me dérangeait pas de les prendre plus tard, mais elles devraient attendre leur tour. Là, j'ai regardé dans la direction indiquée par Mia. Il y avait un sentier creusé dans la colline. Vu sa taille, on aurait dit qu'une armée y était passée, pas seulement des animaux. Il y avait plusieurs autres cadavres de fourmis à crocs énormes qui parsemaient le chemin. De toute évidence, une bataille avait eu lieu ici. Emmenez-moi. D'accord. Mia toujours sur mon dos, je me suis engagée sur le sentier. J'ai demandé à Nana et Lisa de surveiller la calèche. Comme Miles l'a dit, Mia a murmuré un petit murmure tandis que nous suivions le chemin. Miles était le guerrier homme-rat qui avait protégé Mia des monstres de Zen et l'avait amené à Serious. Comme il portait un couvre-chef rouge distinctif, je l'appelais « casque rouge ». Pour me protéger, je vois, il avait dû y avoir un combat entre les monstres et les guerriers homme-rat ici. Zez, Poro, Ginny, Mitoro, Oz, Rada, Kyuz. Mia murmura les noms des guerriers. Après-midi, sa voix se brisa. Des gouttes claires tombèrent de ses yeux et se dispersèrent dans le vent. Mia, rentrons. Attends, encore un peu. Je la descendis de mes épaules pour la porter dans mes bras, essuyant ses larmes avec un mouchoir. J'ai consulté la carte, me disant qu'on pourrait les enterrer s'il restait des corps dans le champ. Je n'en ai trouvé aucun dans cette zone, alors j'ai élargi le champ de mes recherches. Des 12 guerriers que Mia avait nommés, 5 étaient vivants dans la ville la plus proche, Kainona. Ils semblaient être en captivité sur un marché aux esclaves. Les 7 autres étaient introuvables. Après quelques ajustements aux paramètres de recherche, j'en ai trouvé 6 enterrés au pied d'un bosquet près de la ville. Le dernier n'avait même pas laissé de corps. Mia, il y a peut-être des survivants dans la ville voisine. On les cherchera quand on y sera, d'accord? D'accord. Je savais pertinemment que les survivants étaient là, mais je ne pouvais l'expliquer sans révéler le secret de ma compétence unique, alors c'était le mieux que je pouvais faire. Ce sera 10 pièces d'or chacun. Waouh, c'est un prix exorbitant. Je suis désolé que vous ressentiez cela, cher monsieur. Nous sommes des gens simples et honnêtes, et nous n'envisagerions jamais de faire payer plus cher. La façon dont le marchand d'esclaves chauve lorgnait mon portefeuille était gênante. Arrivé à Kainona en début d'après-midi, j'ai visité seul le marché aux esclaves. Comme c'était une petite ville, la boutique ne comptait qu'une dizaine d'esclaves. Une personne vraiment honnête serait choquée d'entendre cela. Le prix du marché n'est-il pas inférieur à 3 pièces d'or? Les esclaves hommes-rats étaient généralement bon marché, car ils étaient petits et peu doués pour soulever des objets lourds. Comme ils n'étaient pas non plus gardés comme animaux de compagnie, leur prix pouvait descendre jusqu'à 3 pièces d'argent. Dans ce cas, le prix aurait été un peu plus élevé, car ils avaient des compétences de combat, mais même dans ce cas, 3 pièces d'or était le maximum que je pouvais espérer. D'ailleurs, ma compétence, estimation, estimait le prix à 12 pièces d'argent, soit moins de 2 pièces et demie d'or. Comme des marchands d'esclaves d'une ville minière viendront les acheter dans quelques jours, le prix a malheureusement légèrement augmenté.
Il a probablement pensé que je serais facile à éliminer, vu mon apparence jeune. J'ai utilisé ma compétence, négociation, au maximum, mais je n'ai réussi à faire baisser le prix que de 10 à 6. Normalement, j'aurais juste payé et en resté là, mais j'étais irrité qu'ils me prennent pour un imbécile, alors j'ai opté pour une stratégie plus sournoise. J'ai investi quelques points de compétence dans coercition, que je n'avais pas utilisé depuis que je l'avais obtenu à Serious City, et je l'ai activé. Ça devrait me faciliter la tâche. Je te donne 15 pièces d'or pour les 5. Avec un sourire aimable, je fis ma dernière offre au marchand d'esclaves. Naturellement, mon regard était d'une froideur mortelle. Peut-être grâce à la compétence coercition, l'état du marchand d'esclaves passa à panique. Son endurance semblait également décliner progressivement. Je fis un pas vers le marchand pâle, dont la bouche s'ouvrit et se referma sans bruit. Oh oui, je crois qu'on peut conclure un marché à ce prix-là, en effet. Avec un tel niveau d'efficacité, cela tournait à l'intimidation ou au chantage plutôt qu'à la négociation. J'ai même reçu le titre d'intimidateur. Je devais éviter d'utiliser cette compétence à nouveau, sauf en cas d'urgence. Bon, le prix était encore bien supérieur au prix du marché, donc ce n'était pas comme s'il subissait une perte. Après avoir finalisé le contrat d'esclavage, j'ai demandé à un commis à l'air ennuyé d'acheter des manteaux à capuche d'occasion en attendant que les papiers soient remplis, puis j'ai demandé aux hommes rats de les enfiler. Comme les manteaux étaient destinés aux humains, ils traînaient par terre sur les hommes rats, beaucoup plus petits. Ils pouvaient paraître suspects, mais c'était sans doute plus sûr que de les révéler comme demi-humains. J'ai ramené les hommes rats à l'auberge où les autres attendaient. Arisa avait dit qu'elle s'occuperait des négociations, mais j'ai quand même été surpris de voir qu'elle avait obtenu la permission pour les filles bêtes de rester dans la pièce. Je lui demanderai de me parler de ses ruses plus tard. Ah, maître, tu les as vraiment trouvées? Je t'ai dit que j'étais doué pour chercher les gens, n'est-ce pas? Maintenant, pourrais-tu appeler Mia? Arisa fut surprise, mais je la repoussai et l'envoyai chercher Mia. Au nom de Mia, il y eut un émoi parmi les hommes rats. Ils devaient parler dans leur langue, car j'avais acquis la compétence, langage des hommes rats gris. Ok, je n'imagine pas qu'ils soient autorisés à entrer dans cet état, alors veuillez attendre dans l'écurie ou dans la calèche. D'accord, je vais les faire attendre dans la calèche. J'ai conduit les hommes rats jusqu'à notre calèche dans la cour de l'auberge. Juste après qu'ils furent tous à l'intérieur, Mia arriva. Zez, Ginny, Mitoro, Oz, Rada. Mia les appela par leur nom et les serra tous dans ses bras. Les hommes rats, eux aussi, célébrèrent leur retrouvaille en criant « Brisis » dans un langage Shigan difficile à comprendre. Ils essayaient probablement de dire « princesse ». Cependant, maître, le propriétaire de l'auberge dit que le dîner sera. L'atmosphère paisible se teinta aussitôt d'hostilité à l'arrivée de Nana. Poupée du diable, protégez la princesse. 3 des hommes rats s'emparèrent des coussins de paille, et les 2 autres firent évacuer Mia à l'arrière du carrosse. Nana dégaina son épée courte pour se défendre et commença à se muscler avec la magie. Je suppose que Nana était toujours prête au combat. Ennemi détecté. Maître, permission de les éliminer? Le surnom des hommes rats, poupée du diable, faisait probablement référence à Nana et à ses sœurs homoncules. Lors de l'incident du berceau de Trasayuya, ils avaient servi le roi mort-vivant Zen, qui avait capturé Mia. Il était donc possible qu'ils aient déjà combattu les hommes rats. Quoi qu'il en soit, si je ne faisais rien, une bagarre éclaterait sur le champ. J'ai dû intervenir rapidement. Nana, je t'interdis tout combat. Vous aussi, posez les coussins. C'est un ordre. Et vous 2 qui essayez de protéger Mia, veuillez la lâcher. Elle est visiblement bouleversée. Nana baissa immédiatement son épée, mais ne désactiva pas son bœuf magique. Les hommes rats n'entendirent pas mon ordre et commencèrent à siffler bruyamment, leur statut passant à rupture de contrat. Alors, voilà ce qui arrive quand un esclave rompt un contrat. Ils ne portaient pas de collier d'esclavage, donc rien ne leur comprimait le cou, mais ils souffraient visiblement. Les 2 hommes à l'arrière relâchèrent Mia, et l'effet de statut se désactiva. Mia se dirigea rapidement vers les 3 autres hommes rats, debout devant eux, les bras grands ouverts. Lâchez les coussins, implora-t-elle. Malgré leur souffrance visible, les hommes rats tenaient toujours les coussins de paille prêts à l'emploi. Satou est une alliée. Mais la poupée diabolique est une servante du seigneur maléfique, n'est-ce pas? Nana est une alliée aussi. Alors ils appelaient Zen le seigneur maléfique, hein? Maintenant que je comprenais leur langue maternelle, leurs paroles semblaient beaucoup plus fluides. J'avais peur que les hommes rats ne nous reconnaissent pas, Nana et moi, juste par nos noms, mais en entendant le mot « allié » et le ton de Mia, ils abaissaient les coussins et ne rompaient plus le contrat. Ah, je suis Satou, et c'est, Nana. J'essayais de me présenter dans la langue des hommes rats, mais c'était plus difficile à prononcer que prévu. J'imagine que, comme la langue était adaptée à la structure de leur bouche, il était difficile de la parler en tant qu'humain. J'ai abandonné et suis passé au Shigan.
Je suis en route pour ramener Mia dans sa ville natale. Nana était auparavant sous le contrôle du Seigneur Maléfique, mais maintenant elle est notre amie. Elle ne fera aucun mal à Mia. Ne t'inquiète pas. Nous as-tu acheté pour servir d'escorte à la princesse Mia? J'ai secoué la tête. Au lieu de cela, j'ai expliqué que Zen, qui avait capturé Mia, était mort, que Casque Rouge était sain et sauf, et que j'avais entendu une rumeur selon laquelle les hommes rats étaient retenus comme esclaves, alors je les ai achetés pour les ramener chez eux. Le mensonge sur cette rumeur était dû à mon talent de fabrication. Après notre discussion, j'ai dit aux hommes rats de manger à leur faim et de se reposer pour la nuit, et que je les emmènerais au pied des collines, à la frontière de leur pays, le lendemain matin. J'avais prévu de les laisser se reposer quelques jours, mais ils semblaient en meilleure santé que prévu, alors j'ai accéléré le rythme. Ils avaient probablement supporté l'esclavage grâce à leur endurance. Laissant les filles bêtes et Mia surveiller les hommes rats, nous sommes allés chercher des provisions. Avec Nana comme escorte, j'ai envoyé Arisa et Lulu acheter la nourriture et les biens que nous avions oubliés à Seriou. De quoi nourrir les hommes rats, bien sûr. Je suis allé chercher du matériel de randonnée pour les hommes rats, des instruments de musique et un arc et des flèches pour la chasse de Mia, un plateau fin pour les cartes, et divers outils d'artisanat et de menuiserie. Malheureusement, comme c'était une si petite ville, je n'ai trouvé qu'environ la moitié des choses que je cherchais. Le transport de marchandises n'était pas très développé ici, et la demande était probablement faible pour certains de ces articles, donc je suppose que c'était inévitable. J'ai quand même réussi à récupérer quelques objets, comme ce que Mia avait demandé et la planche de bois. Pour l'instrument, j'ai trouvé un luth d'occasion dont une corde était cassée. J'ai bien trouvé 2 archets courts, mais ils n'étaient livrés qu'avec 20 flèches à pointe de bronze. J'ai trouvé sans problème des objets courants, comme un escabeau, une table, un plan de travail et des chaises. La plupart étaient d'occasion, mais c'était probablement dû au fait que ce monde était si différent du Japon contemporain ou de toute société de consommation. Comme la plupart des outils que je voulais étaient fabriqués sur commande, j'ai décidé d'attendre notre prochain séjour en ville. Cependant, ayant acheté quelques outils d'occasion, comme une lime, un ciseau à bois et un maillet en bois, je me suis dit que je pourrais bricoler. Pour la planche destinée à accueillir les fiches d'études, j'ai demandé au menuisier de la découper à la bonne taille et d'arrondir les angles. Au début, on m'avait dit que cela prendrait 3 jours, mais il avait laissé échapper qu'il le ferait de nuit pour 3 fois le salaire, afin que tout soit prêt le lendemain matin. Pour le transport des hommes rats, j'ai acheté une charrette et 2 ânes. Il n'y avait pas de chevaux à vendre, mais je me suis dit qu'il serait parfait si les ânes transportaient leurs affaires une fois arrivés au pied des collines. Le lendemain, 3e matin depuis notre départ de Seriou, nous avons pris un petit déjeuner médiocre et hors de prix et avons quitté la ville de Kainona. Avant de nous diriger vers la frontière de l'émirat du Ragri, nous nous sommes arrêtés à l'endroit où étaient enterrés les camarades des hommes rats. Moi, Missanaria de la forêt de Bolénan, j'implore tous les arbres du royaume de Shiga. Accorde un sommeil réparateur aux braves héros hommes rats qui ont donné leur vie au combat pour me protéger. Mia murmura en elfique aux arbres qui marquaient les tombes des hommes rats. Comme en guise de réponse, les branches frémirent doucement, malgré l'absence de vent. Comme si les esprits qui l'habitaient répondaient à son appel. Accompagnée du luth, Mia entonna un chant funèbre elfique. Nous autres déposâmes sous les arbres des offrandes de fromage et de viande séchée que les hommes rats avaient tant aimées et versâmes de l'alcool en guise de rite funéraire. L'un des hommes rats déterra une sacoche enterrée près de la tombe, en sortit un morceau de papier et me le tendit. Ceci est notre trésor. Pour toi, Satou, en guise de remerciement. Ose, n'importe une passeur Satou avec un bout de papier aussi inutile. La petite feuille était couverte d'une écriture minuscule et serrée. Elle contenait des informations étrangement détaillées sur la poterie. Mais ce sont les caractères eux-mêmes qui ont le plus attiré mon attention, pas le contenu. J'appelais Arisa et questionnais Oz en attendant son arrivée. Non, j'apprécie vraiment. Au fait, où as-tu trouvé ça? C'est un humain perdu dans les montagnes qui me l'a donné. Il était étrange. Je remerciais Oz et reportais mon attention sur le papier. Tu m'as appelé? Oui, regarde ça. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un mot sur la poterie et la fabrication de l'émail céramique? Attendez, c'est en japonais. C'est vous qui avez écrit ça, maître? Oui, le mémo était écrit en caractères japonais. Le papier semblait avoir été arraché d'un bloc-notes ligné de haute qualité, trouvé dans une papeterie ou une supérette. Les rares informations que j'ai pu recueillir en interrogeant Oz suggéraient que le propriétaire du bloc-notes était probablement l'ancien petit ami de Lilio, que je soupçonnais d'être japonais. Il avait rencontré Oz avant de visiter Seriou. Je sentais presque le destin s'activer. J'étais prête à parier que je le rencontrerais en personne tôt ou tard. J'ai glissé le mot dans ma poche et l'ai rangé dans un dossier japonais. Après y avoir passé un peu de temps, nous avons pris la route vers les contreforts près de la frontière. Étincelant, à l'exclamation de Tama, j'ai levé les yeux vers la montagne et j'ai vu qu'il y avait effectivement quelque chose qui reflétait la lumière à mi-hauteur.
Grâce à ma compétence, viseur télescopique, j'ai détecté ce qui ressemblait à la pointe d'une lance. J'ai rapidement consulté ma carte. Quelqu'un vient nous accueillir. C'est Red H. Je veux dire, Miles et ses amis. La carte montrait Casque Rouge et pas moins de 30 autres hommes rats. Je supposais qu'il s'agissait d'une unité à la recherche de survivants. Je parlais à Zez, qui représentait les hommes rats, puis utilisais un signal de fumée pour entrer en contact avec le groupe. Brisis et Zatio. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Je livrai les hommes rats à Casque Rouge, venus nous accueillir. Comme d'habitude, son expression était étrangement distante, d'une manière typiquement humaine, malgré ses traits de rat. Les camarades de Casque Rouge chevauchaient un monstre ressemblant à un sanglier à 6 pattes. Ils détenaient tous le titre de maître des bêtes, ils dressaient donc probablement des monstres. Ils possédaient également plusieurs cerfs trapus et courts, appelés « cerfs mordus », qui servaient de bêtes de somme. Apparemment, ils étaient élevés spécifiquement pour transporter des marchandises en montagne. Comme les ânes que j'avais achetés ne seraient pas nécessaires, je décidai de les vendre en ville. Hughes, tu es vivant. Le vice-capitaine Porro m'a protégé. Il y avait un autre guerrier homme-rat survivant dans le groupe de Casque Rouge, probablement celui que je croyais n'avoir laissé aucune trace. Je me demande pourquoi il n'est pas apparu lorsque j'ai fouillé la carte cet après-midi-là. Peut-être que la recherche se limitait au territoire où je me trouvais. Mais non, j'avais repéré le point de Casque Rouge sur mon radar lorsqu'il était hors de cette zone, alors peut-être s'agissait-il simplement de la portée de recherche par défaut. Ces considérations me distrayaient des joyeuses retrouvailles des hommes rats, et Casque Rouge vint me parler. Zatio, Zir. Oh, je comprends le langage des hommes rats gris. Inutile de parler Shigan. Vous êtes certainement instruit. J'aimerais vous offrir cette cloche. Elle m'a été confiée, mais ce sont les grands elfes qui l'ont fabriquée. Elle n'a aucun effet particulier, mais elle prouve que son propriétaire a gagné la confiance des elfes, des fées ou d'autres créatures. Puisque vous avez gagné la confiance de Missanaria, il me semble logique que vous la preniez, Sir Satou. Cela semblait être un objet si important que j'ai d'abord refusé de le prendre, mais il n'en a rien voulu savoir, insistant sur le fait que c'était aussi un remerciement pour avoir sauvé pacifiquement ses camarades des humains. Casque Rouge avait prévu de les traquer même s'ils devaient combattre le royaume de Shiga, nous avions donc involontairement évité un conflit régional. Après de longs échanges, j'ai finalement été contraint d'accepter la cloche elfique. Son nom officiel était la « cloche silencieuse de Bolénan », et, selon Casque Rouge, elle était faite de branches d'un arbre-monde. Mia a accepté la cloche des mains de Casque Rouge et l'a attachée à ma ceinture. Sans boule à l'intérieur, elle ne sonnait pas. C'était peut-être comme les papiers d'identité des elfes. Plus grand que Titraki, amis des hommes rats, nous avons décidé de repasser par la ville de Kainona pour vendre les ânes et le chariot. Le trajet aller-retour jusqu'à la frontière avait pris un certain temps, si bien que lorsque nous sommes arrivés à Kainona, il était déjà presque soir. Hormis la réalisation des fiches d'études et les félicitations de tous, le voyage ne connut aucun événement marquant. J'ai demandé à Arisa et aux autres de nous réserver une chambre à l'auberge où nous avions séjourné la veille et je me suis dirigé seul vers la boutique où j'avais acheté la charrette et les ânes. Heureusement, j'ai réussi à arriver avant la fermeture et j'ai convaincu les autres de tout racheter à environ 80% du prix initial. Tout comme le repas du matin, notre dîner à l'auberge n'était pas très bon, mais le mouton frit était tout à fait correct. Un peu trop salé, peut-être, mais il ne sentait pas mauvais, alors je lui ai donné la note moyenne. Au milieu de la nuit, je me suis échappé discrètement de l'auberge et j'ai visité le quartier chaud. Malheureusement, la ville étant peu peuplée, le quartier chaud était assez petit. Il y avait une dizaine de stands servant à manger ou à boire et seulement 2 bars. Mais apparemment, aucun magasin où je pouvais m'amuser avec une jolie femme. Les dames de la nuit qui erraient entre les étals à la recherche de clients étaient toutes trop jeunes ou trop âgées, alors je les ai ignorées. Des 2 bars, je suis entré dans celui où la clientèle était plutôt élégante. L'autre était rempli d'individus louches qui faisaient du grabuge. Heureusement, il y avait une distance raisonnable entre les 2 établissements. Je me suis assise à une table libre, et une femme aux traits agréables et à la poitrine généreuse est venue prendre ma commande. Son maintien était quelque peu artificiel, mais il mettait parfaitement en valeur son décolleté. Que désirez-vous boire, jeune marchand? Avez-vous de l'hydromel? Sinon, je suis ouverte aux suggestions. Nous n'avons malheureusement pas d'hydromel, mais je pourrais peut-être vous proposer de la liqueur de lait de brebis de Kainona? De toute évidence, c'était la spécialité de la ville. On dit que ces choses ne plaisent qu'aux locaux, mais je pense que savourer la cuisine locale fait partie du plaisir du voyage. J'ai commandé un verre de liqueur de lait de brebis et un plat de ragoût de mouton et de haricots. Le visage de la serveuse était bien trop près du mien. Ne chatouille pas les joues des autres avec tes cheveux blonds, s'il te plaît. Ma commande est arrivée rapidement, alors j'ai goûté une gorgée de liqueur de lait de brebis, et, dégoûtant.
Le goût acre et cru était encore pire que ce à quoi je m'attendais. Dès que je l'ai avalé, l'odeur animale m'a transpercé les sinus et je me suis étouffée immédiatement. Même le kumis que j'avais goûté il y a quelque temps n'était pas aussi acide. Peut-être que cette boisson avait été préparée pour les goûts japonais, cependant. Finalement, j'ai commandé une bière Shigen facile à boire. Le ragoût, en revanche, avait un goût doux et légèrement salé. Le gras du mouton se mariait délicieusement avec la généreuse portion de haricots. J'aurais préféré plus de viande, mais c'était parfait pour accompagner mon verre. Et, il n'y a pas assez de sel là-dedans. Ne sois pas radin avec les assaisonnements, mec. Baissez-vous, ivrogne. Tu crois que je vais te donner du sel à un prix pareil? Quel radin, j'espère que cette sorcière te fera bouillir dans un chaudron et te mangera. Mais toi, j'ai entendu une dispute entre un client et le commerçant. Ce n'était donc pas un parfum intentionnellement sophistiqué, hein? Enfin, c'était bon dans tous les cas. Boire seul était solitaire, de toute façon. J'ai offert une tournée aux habitants du coin et je me suis joint à leur humeur et ragot. Plus grand que Titraki, Moneybags chaque fois que je pâchais une nouvelle commande, la serveuse pressait, accidentellement, sa poitrine contre mon dos en l'apportant. Quel endroit génial. Je devrais peut-être dépenser des sous pour le pourboire plutôt que des centimes. La plupart des ragots tournaient autour de ce qui se passait à Kainona, mais d'autres sujets incluaient la chute d'étoiles, une nouvelle colonie de fourmis monstres près de la ville et l'augmentation des dégâts causés par les loups dans le comté voisin de Kuanu. De plus, même si cela semblait plus une fable qu'une rumeur, j'avais entendu parler d'une sorcière qui vivait soi-disant dans une forêt du comté de Kuanu. D'après les autres, elle donnait des médicaments aux bonnes personnes, mais enlevait ceux qui nuisaient imprudemment à la forêt et les faisait bouillir dans un chaudron. Ils auraient tout aussi bien pu compléter le fantasme avec des détails comme « vie dans une maison en bonbons » pour faire bonne mesure. Allons, voilà, je m'étais bien amusée, alors je me suis levée pour partir. La serveuse, qui avait commencé à boire à côté de moi à un moment donné, m'a pris par le bras et m'a conduit au 2e étage de la taverne. Les autres clients nous ont sifflé et hué, et j'ai finalement compris que la taverne faisait aussi office de love hotel. Je suppose que les serveuses faisant office de prostituées étaient une tradition ancestrale. J'ai donné un généreux pourboire à la serveuse et j'ai reçu un service vraiment attentionné. Le lendemain matin, j'ai déposé quelques couverts sur sa table de chevet et je l'ai laissé dormir paisiblement. C'était pour me remercier d'une nuit bien remplie. Je me suis changée et j'ai demandé à un charmeur venu à la taverne pour affaire de me laver soigneusement. Espérant que cela effacerait les odeurs de parfum, de femme et autres traces. Malgré mes précautions, j'ai quand même subi le traitement du mari adultère à mon retour à l'auberge. Mia et Arisa étaient les seuls à être en colère. Tama et Pochi n'avaient aucune idée de ce qui se passait, et Lisa et Nana ne semblaient y voir aucun problème. L'expression de Lulu était impénétrable, mais elle ne laissait transparaître ni tristesse ni colère. Impure, franchement, tu as tellement de filles ici. Pourquoi dois-tu sortir et avoir des aventures? En tant que tutrice, je pensais que porter la main sur l'une de mes pupilles serait une offense bien pire que n'importe quelle prétendue aventure. J'apprécierais qu'elles ignorent que je prenne mon pied ailleurs de temps en temps. Et c'est ainsi que la matinée de notre 4e jour depuis notre départ de Serious City a commencé par une charmante petite dispute familiale. Pour changer d'air, nous avons flâné un moment au marché matinal avant de partir. Je n'ai pas vu grand-chose de nouveau, mais au moins nous avons pu acheter un assortiment d'ingrédients. Nous avons aussi acheté un demi-mouton chez un boucher. Un repas composé de moutons et de légumes semblait donc un bon dîner pour ce soir-là. Nous avons franchi les portes de Kainona juste derrière les villageois qui avaient fermé tôt au marché matinal. La pente qui descendait de la porte vers la route principale était bordée de 2 pentes abruptes, ce qui rendait la visibilité réduite jusqu'à la route. Comme il n'y avait pas de feu de circulation, j'imaginais qu'il y avait beaucoup d'accidents. Le fermier et sa femme devant nous ont eu du mal à ralentir leur charrette sur la pente et ont foncé droit dans l'intersection avec la route principale. Ils ont failli percuter un cheval, qui s'est cabré et s'est arrêté brusquement. Vous bloquez la route, imbécile. Dégagez, l'homme à cheval a insulté le couple lorsqu'ils lui ont barré le passage. Le mari, qui tirait la charrette, s'effondra comme si le cheval l'avait rué, et sa femme s'agenouilla à côté de lui, s'excusant auprès de l'homme à cheval. Derrière nous, quelques gardes s'approchèrent pour enquêter. Voyant cela, l'homme s'empressa de contourner la charrette avec son cheval. À cet instant, nos regards se croisèrent de manière inattendue, et pendant un instant, son regard se teinta de haine. Tiens, je ne crois pas que je vous fusillais du regard, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je ne vous connais même pas. Mais l'instant passa vite, et l'homme s'enfuit sur la route principale avant l'arrivée des gardes. Maître, n'était-ce pas l'homme de tout à l'heure? Qui, apparemment, Lisa se souvenait de cette personne. C'était le fonctionnaire qui avait essayé de récupérer nos noyaux de fourmis volantes à Serio. Oh, ce petit escroc?
C'était donc le comptable de l'armée du duc qui avait tenté de nous voler le butin durement gagné des filles. Je ne me souvenais plus de son nom, mais je suppose qu'une partie de mon esprit l'enregistrait comme un petit escroc, tant l'ampleur de son crime était modeste. En vérifiant son statut sur la carte, j'ai découvert que son affiliation était passée à aucune. Peut-être que l'armée du duc avait découvert son détournement de fonds et l'avait renvoyé? Peu m'importait, alors j'ai chassé le souvenir de cet homme et j'ai avancé en voiture. Le fermier avait été blessé par un coup de cheval, son statut était passé à fracture osseuse. En examinant les détails, j'ai constaté que la blessure était à la clavicule. Sa jauge de PV était stable, il n'y avait donc probablement pas de séquelles à long terme. Les gardes ont terminé leur interrogatoire et ont regagné leur poste. Comme la situation était considérée comme un accident, ils n'allaient pas poursuivre le responsable. La fermière le souleva dans la charrette et tenta de la tirer de ses bras fins, mais je l'en empêchai et lui proposai une potion de récupération de moindre qualité que j'avais achetée à Seriou. Le couple refusa, mais j'insistai pour qu'il la boive quand même, et il se rétablit. Je suppose que même des potions de récupération d'endurance de moindre qualité pouvaient guérir une simple fracture. J'acceptai placidement les remerciements trop zélés du couple, et nous continuâmes notre route. Après un moment de route, Arisa lança une plainte. Si vous donnez des potions magiques à des inconnus, ce n'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, je voulais juste savoir si une potion d'endurance de moindre qualité pouvait guérir une fracture. C'est exact, leur aide était accessoire. Ce n'était certainement pas parce que la lutte désespérée de la fermière m'avait atteint. Je suppose que je vais accepter cette explication. Arisa haussa les épaules, l'air de dire, tu ne peux pas me duper. Je te dis que c'était secondaire. Je voulais tenter quelque chose, alors j'ai demandé à Lisa de prendre le relais comme cocher. Derrière le siège conducteur, je me suis frayé un chemin à travers le groupe tandis qu'ils chantaient des génériques d'anime avec le luth de Mia et m'asseyais à l'arrière pour observer le ciel. C'était devenu mon lieu de prédilection pour réfléchir à des choses comme le développement de sorts. Ouvrant la carte, j'ai commencé mon enquête. J'ai d'abord vérifié et constaté que le délit de fuite n'avait pas été ajouté aux crimes pour lesquels le voleur avait une prime. En parcourant la carte, j'ai examiné les catégories de primes. Il semblait n'y en avoir que 6, vol, agression, meurtre, agression sexuelle, incendie criminel et trahison. Mis à part l'incident précédent, pourquoi n'ai-je pas obtenu la prime d'agression lorsque j'ai frappé et neutralisé des voyous à Seriou? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air perplexe. Arisa, qui s'était approchée de moi, m'a regardé avec inquiétude. Oh, je pensais juste à la colonne des primes des pierres Yamato. Dans ce cas, tu devrais me demander. Ta précieuse Arisa sait tout. Arisa bomba sa poitrine plate dans une étrange posture de fierté. Arrête avant que Pochi et Tama ne te copient. Tout d'abord, il existe 7 types de primes. Pas 6? Non. Vol, agression, meurtre, agression sexuelle, incendie criminel et trahison sont les plus courants, mais il y en a aussi une appelée infidélité. Infidélité? Au fond de moi, je me souvenais du prêtre corrompu qui criait « infidèle » et crachait partout. On ne l'obtient qu'en faisant des choses comme aller à l'encontre des enseignements de la divinité sous laquelle on a été baptisé, en trahissant ou en méprisant ce Dieu, ce genre de choses. Je n'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Alors, si on n'est pas baptisé, on ne peut pas obtenir la prime d'infidélité? Curieux, j'ai posé la question à Arisa. Très probablement, on ne peut pas violer les conditions d'un accord si on n'en a jamais conclu. Une fois baptisé, on reçoit la bénédiction d'un Dieu, donc la plupart des gens se font baptiser entre 7 ans, lorsqu'ils commencent leur apprentissage, et l'âge adulte. Effectivement, puisque les dieux de ce monde existaient à proximité, la religion avait des avantages pratiques. Et en cas d'épidémie, les baptisés sont prioritaires. Les seuls qui ne se font pas baptiser sont généralement soit trop pauvres pour faire des offrandes, soit des nobles et des descendants directs de la royauté. Je comprends le premier exemple, mais pourquoi pas les membres de la famille royale? Je pense que dans un monde doté de véritables droits et bénédictions divines, les hommes d'État seraient les premiers à prendre l'initiative et à se faire baptiser. Quand les rois et les ducs prennent leurs fonctions, ils doivent conclure un contrat avec le cœur de la cité. Ils ne peuvent pas le faire s'ils ont été baptisés. Les personnes comme les vice-rois, qui occupent des postes officiels, ne s'occupent du cœur de la cité qu'en tant qu'agents du roi, ils peuvent donc être baptisés. Attends, Arisa, je n'arrive pas à assimiler toutes ces informations d'un coup. J'interrompis un instant le flot de paroles d'Arisa. Qu'est-ce qu'un cœur de la cité? Est-ce comme un cœur du labyrinthe? Oh oui, désolé. Et cette conversation est confidentielle, au fait. Les cœurs de la cité se trouvent sous le château, mais seuls les membres de la famille royale et leurs descendants directs en ont connaissance. Je n'en ai entendu parler que lorsque je me suis faufilé dans les leçons de mon grand frère en tant que prince héritier. On aurait des têtes qui tomberaient si quelqu'un découvrait ce que nous savons. Soyez prudents. Arisa me fit un clin d'œil et tira la langue.
Elle semblait maintenir cette expression pour que je la réprimande, mais je l'ignorais et demandais plus d'informations. Bon, je ne le dirai à personne. Pouvez-vous me donner plus de détails sur ces cœurs de cité? D'accord. Je vous ai dit que les ducs et les rois passent des contrats avec eux, n'est-ce pas? Eh bien, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont le pouvoir de manipuler la source d'énergie souterraine. Il y avait donc des sources souterraines, aussi? À bien y penser, quand je parlais à Nadi du traitement de Mia, elle avait mentionné une source de mana à l'intérieur du château de Seriou. Ils peuvent l'utiliser pour la magie rituelle, comme défendre la ville contre les monstres ou enrichir le sol environnant. Vu la portée de cette magie, les gens ont tendance à la trouver plutôt inefficace, mais la magie rituelle peut ajuster le climat de tout le territoire, pallier les pénuries d'eau et augmenter la productivité. Si la portée est plus ciblée, on dit qu'elle peut même protéger contre les attaques des démons infernaux intermédiaires et supérieurs. Plutôt impressionnant. Arisa, si le cœur de cité est si important, cela ne signifie-t-il pas que les villes et les villages ne peuvent exister qu'à proximité des sources de mana? C'est exact. Les sources suffisamment grandes pour alimenter une ville entière sont assez rares. La plupart sont de petites sources, comme des réservoirs à esprits ou à monstres. Selon Arisa, un réservoir à esprits était un lieu doté d'un pouvoir magique si abondant qu'il abritait des plantes et des animaux rares et que des fleurs y fleurissaient hors saison, entre autres. Les réservoirs à monstres, comme leur nom l'indiquait, étaient des lieux où les monstres s'installaient. En parcourant les documents de Trazayuya pour en savoir plus, j'ai appris que les animaux normaux se transformaient en monstres en respirant les miasmes d'un réservoir de monstres. Mes pensées s'égaraient, alors j'ai demandé à Arisa de poursuivre son explication. Personne n'a entendu parler de nouveaux cœurs de cité depuis l'époque du royaume Flux, et ils sont tenus très secrètement. Des guerres n'éclateraient-elles pas tout le temps dans ce cas? Parfois, mais comme les grandes batailles attirent souvent l'attention des démons de l'enfer ou des dragons curieux, la plupart se limitent à de petites escarmouches. Je vois, l'existence des démons de l'enfer et des dragons servait donc à dissuader les guerres entre humains. Je me suis excusé de m'être encore éloigné du sujet et j'ai demandé à Arisa de revenir à l'explication des cœurs de cité. Voyons voir. Je crois qu'ils ont d'autres fonctions comme l'attribution, la récompense, le verdict, l'acquittement, etc. L'attribution sert à nommer des chevaliers, à promouvoir la noblesse, etc. La récompense sert à conférer des honneurs. J'ai entendu dire qu'elle pouvait donner un effet de bonus au récipiendaire. À l'inverse, si quelqu'un a commis des crimes dans sa colonne de primes, il en subit un. J'ai demandé quelle était leur efficacité, mais je n'ai pas obtenu de réponse claire. Arisa l'ignorait également. Le verdict punit-il les criminels? Certainement pas. Les criminels se font décapiter, et c'est tout. Quand le verdict est utilisé contre une personne accusée d'un crime, il détermine sa culpabilité et ajoute le crime à sa prime en conséquence. Oh, quel système génial! Pas de place pour les fausses accusations. Mais l'acquittement permet d'effacer les crimes des archives, permettant ainsi aux dirigeants et à la royauté de faire comme si les pires ennuis n'avaient jamais eu lieu. C'est pourquoi il était si important pour les hommes d'État d'être rigoureux et justes. Apparemment, l'objectif initial de l'acquittement était d'effacer le crime de meurtre des mains des chevaliers et des soldats en temps de guerre. Dis donc, Arisa, as-tu une idée de pourquoi je n'ai pas été condamné pour agression lorsque j'ai frappé quelqu'un à Seriou City? Ça n'arrive qu'en cas de blessures graves, comme des lacérations ou des fractures. Après tout, les bagarres dans les bars sont monnaie courante. Dans des cas comme celui de tout à l'heure, je crois que le recours à l'agression est décidé mutuellement par les deux parties. Peut-être que cet homme n'a pas reçu la prime pour agression parce que le fermier et sa femme se croyaient eux-mêmes responsables, alors? Bon, quand j'ai aidé Zen à se suicider, je suppose que ce n'était pas un meurtre, car Zen lui-même ne le percevait pas ainsi. À bien y réfléchir, j'avais bien l'impression d'avoir tué quelqu'un, mais je n'en ressentais pas vraiment les effets. Peut-être que son apparence surnaturelle m'avait plutôt donné l'impression d'avoir envoyé un esprit au paradis. Soit ça, soit mon mental élevé me rassurait simplement sur le fait que ce n'était qu'un jeu. Je n'étais pas du genre à tergiverser, alors j'en suis resté là. Ah, j'ai tué ces hommes lézards et ces dragons aussi, n'est-ce pas? Pourquoi n'ai-je pas obtenu la prime de meurtre, alors? Peut-être parce que c'était de la légitime défense? Arisa, y a-t-il des situations où quelqu'un commet un meurtre sans que cela soit mentionné dans sa prime? Bien sûr, empoisonner ou assassiner quelqu'un sans être découvert, par exemple. Je pense qu'il y a des exceptions, comme la légitime défense, les duels et ce genre de choses. Peut-être que cela s'appliquait à l'utilisation de pluies de météores et au combat contre cet homme lézard, alors. Bien que l'homme lézard m'ait attaqué en premier, j'avais indéniablement fait du tort au dragon que j'avais tué avec mon pouvoir divin. Ouvrant le dossier cimetière dans mon stockage, j'ai de nouveau prié pour les âmes des défunts. Après avoir terminé ma boucle du royaume de Shiga et être revenu visiter la ville de Seriou,
j'ai décidé de construire un véritable cimetière dans la vallée des dragons. Tandis que mes pensées étaient ailleurs, Arisa m'a donné une information supplémentaire. Oh, et si un roi ou un duc tue quelqu'un sur son propre territoire, ce n'est pas considéré comme un crime. C'était vraiment horrible. Avec un tel privilège, il ne serait pas surprenant que des dirigeants corrompus s'imposent comme les dieux de leur région, comme le marquis que Zen avait vaincu. À l'époque, j'étais tellement submergé par ce déluge d'informations que j'ai oublié de demander pourquoi une personne baptisée ne pouvait pas conclure de contrat avec un cœur de cité. Et il me faudrait encore beaucoup de temps avant de le découvrir. Peut-être à cause de l'incident de tout à l'heure, j'ai eu envie de pratiquer l'alchimie que j'avais repoussée pendant un moment lors de notre pause de l'après-midi. Si j'apprenais à préparer des potions moi-même, je pourrais les distribuer plus librement. Jetant un regard en coin au reste du groupe, qui jouait avec les cartes d'études, j'ai installé le coffret d'alchimie pour débutants. Maintenant, il fait de l'alchimie? Comment une seule personne peut-elle être aussi polyvalente? Grâce à ma compétence, oui fine, j'ai entendu Arisa murmurer quelque part à mon sujet. Sans lui prêter attention, je m'installai sur un coin du drap imperméable et poursuivis mes préparatifs à l'aide d'un des livres achetés au vieux gnome. Nombre des instruments ressemblaient à des outils d'expérimentation scientifique. Je parcourus le manuel en utilisant le menu sans le sortir du rangement. Ce serait pratique pour les expériences, car j'aurais les mains libres. Le livre s'intitulait Alchimie rudimentaire. Le vieux gnome avait insisté pour que je le lise d'abord. En réalité, c'était plus une brochure qu'un livre. Le mince volume ne comptait qu'une vingtaine de pages. Il commençait par la description des outils. Il comportait également des illustrations, pour que même un débutant ne s'y trompe pas. Je comprenais maintenant pourquoi ce vieux bonhomme voulait que je lise ceci en premier. Pour commencer, je sortis un mortier et un pilon. Au lieu de la porcelaine blanche habituelle, ce mortier était rose pâle. Grâce à ma compétence « analyse », je découvris qu'il était en agate. Je pensais que l'agate était une pierre précieuse. Suivant les instructions du livre, j'ai sorti quelques herbes séchées du sachet étiqueté « réactif 1 » et je les ai broyées au mortier et au pilon. J'ai ensuite versé de l'eau dans un petit bol et j'y ai fouetté les herbes écrasées à l'aide d'un petit outil en métal. Le processus a pris environ 5 minutes du début à la fin. Comme c'était la première recette du manuel d'introduction, ce devait être simple. Plus grand que compétence acquise, formulation, j'ai immédiatement investi le maximum de points dans la nouvelle compétence et je l'ai activée. La solution aqueuse que j'avais préparée était appelée « médicament antipyrétique ». Lorsque je l'ai analysé, son nom était « médicament antipyrétique », qualité, la plus basse, décrit comme un médicament liquide qui réduit la fièvre. Son effet apaisant est extrêmement faible. C'était la première fois que je fabriquais un médicament, il fallait donc s'attendre à un produit de mauvaise qualité. J'ai également remarqué que le nom de la personne qui l'avait fabriqué était indiqué dans la description. Lorsque j'ai examiné la lance de Lisa, elle contenait l'information « Créateur, Satu ». Ce champ n'apparaissait pas dans l'affichage de Lara, mais j'ai pu l'activer en modifiant les paramètres du menu. Il était masqué par défaut. J'étais content de m'en être rendu compte avant de fabriquer des objets ou des médicaments qui auraient pu me causer des ennuis. J'ai décidé de masquer mon nom pour mes futurs objets. La page suivante du dépliant indiquait « Si vous possédez une tablette de transmutation, passez au chapitre 2. Sinon, passez au chapitre 4. » J'avais l'impression de suivre une histoire à embranchement plutôt que de lire un guide d'introduction à un logiciel de gestion ou autre. Le chapitre 2 traitait des bases de la tablette de transmutation, utilisée pour la fabrication de potions. D'après l'explication, les médicaments créés normalement et les potions préparées avec la tablette de transmutation étaient considérés comme différents, même si leurs effets étaient similaires. Les potions nécessitaient des PM et un catalyseur magique appelé élixir, mais avaient en contrepartie l'avantage d'agir immédiatement. J'ai alors suivi les instructions pour créer une potion avec la tablette de transmutation. La première étape consistait à préparer la tablette. C'était un tableau noir à la surface très texturée, probablement en charbon bitumineux. La surface était gravée de rainures peu profondes, aux motifs dignes de la magie noire. 6 tiges métalliques, finement gravées de motifs similaires à ceux de la tablette, étaient posées sur le dessus. Après l'avoir installée, j'ai placé mes mains sur les marques correspondantes et prononcé le mot-clé pour l'activer. Il m'a suffi de dire « Activer la tablette de transmutation » en Shigan normal, et la magie s'est envolée de mes mains tandis que les rainures brillaient d'une lumière rouge. C'était magnifique. Je pouvais utiliser la tablette de transmutation en déplaçant mes doigts le long des rainures. D'une certaine manière, cela me rappelait l'écran tactile d'une tablette. J'ai installé la tablette de transmutation comme indiqué dans le livre et j'ai placé un bécher métallique au centre des 6 tiges. Puis j'ai versé le médicament que j'avais préparé dans le récipient. Il servirait de base à la potion. Ensuite, j'ai ajouté progressivement l'élixir prêt à l'emploi, le réactif 2,
tout en remuant le mélange. Il fallut ensuite ajouter de la magie avant que le réactif ne se dépose au fond. Posant une main sur la tablette, je transmutai la potion. Les tiges métalliques irradièrent d'un rouge vif et la poudre réactive dans le bécher s'illumina. Elle ne reflétait pas la lumière des tiges, la poudre elle-même brillait. Lorsque la lumière s'éteignit, le processus était terminé. Plus grand que compétence acquise, transmutation, bien sûr, j'avais également atteint le maximum de la compétence transmutation. La potion obtenue était un antipyrétique de la pire qualité. Ce serait du gaspillage de la jeter, alors je mis le liquide dans le stockage sans le bêcher. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Comme je possédais 3 élixirs pour potions de récupération d'endurance, j'ai commencé à les transmuter en suivant les étapes du manuel. La pratique m'a bien sûr aidé, mais mes nouvelles compétences en formulation et transmutation m'avaient permis de créer des potions de récupération de haute qualité. Une fois mes techniques mises en pratique, j'ai obtenu les titres de docteur et d'alchimiste. D'après la brochure, les potions devaient être conservées dans des fioles dédiées, sinon la magie s'en échappait et l'efficacité de la potion s'en échappait. Les fioles étaient ornées de simples cercles magiques dessinés à l'encre spéciale pour éviter toute fuite. Comme je possédais la compétence analyse et mon écran de rat, cette partie ne me concernait pas vraiment, mais le livre expliquait que les gens ordinaires utilisaient les cercles magiques pour déterminer le type de potion qu'elles contenaient. Bien que cela ne fût pas mentionné dans le manuel, j'ai découvert dans les documents de Trazayuya qu'il était possible de créer jusqu'à 5 potions à la fois en ajoutant des ingrédients en vrac. Il y avait une note supplémentaire indiquant que produire plusieurs potions à la fois nécessitait 2 fois plus de PM et entraînait une légère baisse de qualité, ce qui expliquait probablement son absence dans le manuel. J'ai préparé une autre potion d'endurance, suivie d'une potion antidouleur. En rangeant la tablette de transmutation, j'ai réfléchi à ce que j'aimerais concocter ensuite. Peut-être des antidotes, des potions anti-paralysie et d'autres du même genre. Chaque type de poison nécessitait un antidote différent, de sorte que le coffret pour débutants ne comprenait pas d'élixir préfabriqué. La pierre de dragon pouvait constituer un remède polyvalent pratique, mais comme il me manquait quelques ingrédients, je n'ai pas pu le préparer immédiatement. Les potions de paralysie, comme les antidotes, existaient sous toutes les formes pour différents types de maladies. Les principaux composants de l'élixir étaient des noyaux de monstres et un stabilisateur. Comme j'avais beaucoup de noyaux et un peu de stabilisateur, je pouvais théoriquement continuer à mélanger les potions, mais je voulais attendre et essayer de créer une plus grande variété. Je décidai d'acheter quelques ingrédients en arrivant à la ville suivante. Satisfaite du succès inattendu de mes expériences d'alchimie, je retournai à la calèche pour reprendre notre route. Je regrettais d'avoir ignoré tout le monde toute la journée, alors au lieu de chercher des sorts, je passais le reste du trajet jusqu'au camping à jouer avec eux. Trop peu encline à la musique pour me joindre au refrain de l'anime, je proposais un jeu classique de chaîne de mots. Arisa adorait le son de sa propre voix, alors je la laissai m'expliquer les règles, et le jeu commença. Bien que ce fût moi qui l'avais proposé, j'eus quelques difficultés. J'oubliais sans cesse que la prononciation des mots traduits en japonais et en langue shigane était différente. J'enchaînais défaite sur défaite cuisante, mais petit à petit, je commençais à m'y habituer et parvins à peine à préserver ma dignité. Ce fut un échec inattendu de ma part, mais les filles, jeunes et plus âgées, s'éclatèrent. Je m'attendais à ce que ce soit un incontournable de nos voyages. Tandis que nous nous amusions tous, la calèche nous a fait quitter la région vallonnée et nous a conduits au camping, juste en face des montagnes qui bordaient le comté. C'est dur, ai-je grogné en regardant ma flèche filer au-dessus de la cible. Maintenant que nous avions fini d'installer le camp, Mia nous apprenait à utiliser les arcs courts que nous avions achetés à Kainona. Après m'avoir vu tirer, les filles bêtes, Arisa et Nana, ont toutes voulu essayer aussi, alors Lulu s'est laissée entraîner, et nous avons fini par nous entraîner tous ensemble. Cependant, le tir à l'arc était plus difficile que je ne le pensais. Lors de mon premier tir, loin d'être droit et précis, ma flèche est simplement tombée au sol. Regarde, Mia m'a montré un tir d'essai. Contrairement au tir à l'arc japonais, il fallait tenir l'arc parallèlement au sol. Tous les autres ont également participé, mais ils n'ont pas fait mieux. Étonnamment, Arisa a été la seule à réussir. Elle se vantait bêtement d'avoir un jour rejoint un club de tir à l'arc pendant une semaine dans sa vie antérieure. Nana réussit à éviter de se briser la poitrine avec la corde, mais Pochi lui entailla la main, et Mia dut utiliser la magie de l'eau pour soigner la plaie rouge. Finalement, Mia était la seule à pouvoir utiliser l'arme de manière pratique, et seuls Arisa et Tama parvenaient à tirer leurs flèches vers l'avant. Leur précision était faible, mais elles pouvaient probablement au moins faire semblant. Tama avait plus de précision et de puissance pour lancer des pierres, et Arisa pouvait de toute façon utiliser la magie psychique sans incantation. Mia serait donc la seule à utiliser un arc.
Je me suis dit que je n'y toucherais probablement pas non plus, du moins jusqu'à ce que je trouve une proie appropriée et que j'acquière la compétence arc. Après notre séance d'entraînement, j'ai emmené Pochi et Tama avec moi pour récupérer les flèches dans le fourré derrière l'arbre qui nous avait servi de cible. Les flèches étaient indiquées sur ma carte, ce qui nous a permis de nous promener tranquillement pendant que nous les récupérions. En chemin, j'ai trouvé des plantes médicinales qui pouvaient servir à la préparation de potions. Des herbes? Oui, on les appelle mou de rouille. On les utilise pour faire des potions magiques de guérison, ai-je expliqué tandis que Tama examinait ma main avec intérêt. Tama les cueillera aussi. Moi aussi, monsieur. D'accord, on les cueillera au retour, alors. Après avoir récupéré les flèches, nous avons cueilli des herbes toutes les trois sur le chemin du retour au camp. Je ne savais pas si c'était grâce à sa compétence collecte, ou simplement à son œil perçant, mais c'est Tama qui en a trouvé le plus. De retour au camp, Lisa m'a demandé quel serait le plat principal du soir. Il ne restait plus grand-chose du gibier que Tama et moi avions pêché, alors nous avons décidé d'utiliser le mouton que nous avions acheté à Kainona. Je l'ai sorti du stockage via le sac du garage et je l'ai donné à Lisa. Comme il était resté dans la réserve, où les objets étaient restés en stase, il était aussi frais qu'au moment de sa découpe. Lisa fut un peu surprise par sa fraîcheur, mais elle dut supposer que c'était une caractéristique du sac de garage, car elle l'accepta sans commentaire, découpa les pièces que nous utiliserions sur l'établi que j'avais acheté et me donna le reste. Grâce à l'aide enthousiaste des plus jeunes, la préparation du dîner prit fin plus tôt que prévu. Le regard affamé des filles s'attardait sur Lisa, et par égard pour elle, je leur dis de jouer avec les cartes d'études jusqu'au dîner. Comme nous attendions, je décidai de me lancer un défi en essayant de fabriquer un outil magique. J'avais déjà lu le livre « Les fondements des outils magiques » que j'avais acheté à Seriou. En général, un outil magique était un appareil permettant de produire un effet magique sans sort. Les schémas, appelés « circuits magiques », qu'ils contenaient permettaient de le faire. Les circuits simples pouvaient être réalisés sans équipement particulier, mais les circuits complexes nécessitaient un atelier dédié. Le moyen le plus simple de comprendre était la différence entre les circuits électriques composés d'ampoules, de piles et de fils, et les circuits électroniques à composants semi-conducteurs. Pour configurer un circuit magique, il suffisait de créer un motif spécifique avec une « solution de circuit ». Le livre appelait aussi cette solution « liquide magique ». La solution de circuit variait en résistance magique selon l'usage, mais je me suis dit que l'approche conventionnelle suffirait pour l'instant. J'ai d'abord dessiné un cercle à l'encre sur une épaisse planche de bois achetée à Kainona. Puis j'ai gravé légèrement le cercle dans la surface du bois avec une dague. Enfin, j'ai versé la solution de circuit dans la rainure que j'avais creusée. J'ai d'abord fabriqué la solution la plus simple, qui nécessitait du cuivre fondu, de la poudre de noyau de monstre et un agent stabilisant. Le stabilisant était le même que celui utilisé pour la transmutation. Je l'avais donc acheté avec la poudre répulsive contre les monstres avant notre départ. C'était étonnamment bon marché. Je devrais l'acheter en gros dans la ville voisine pour préparer des potions. J'ai utilisé un creuset et un outil magique ressemblant à une lampe à alcool pour faire fondre le cuivre. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton de la lampe, elle a absorbé une partie de mes PM et a produit une flamme à haute température, semblable à celle d'un brûleur. Seul un outil magique pouvait brûler sans combustible comme celui-ci. D'ailleurs, j'avais trouvé le brûleur et le creuset dans mon butin du berceau. Il avait probablement appartenu à Trasayuya ou à Zen. Plus grand que compétence acquise, travail du métal, la fonte du métal était-elle la seule condition nécessaire pour obtenir cette compétence? Ensuite, j'ai ajouté la poudre de noyau et le stabilisateur au cuivre liquide contenu dans le creuset. Il y a eu un léger craquement et une petite bouffée de fumée rouge, mais aucune odeur. J'ai versé la solution du circuit final dans les rainures de la planche de bois. Cette fois, j'ai senti une odeur de brûlure, car la fumée s'élevait du liquide brûlant qui brûlait le bois. J'aurais peut-être dû la laisser refroidir un peu avant de la verser. Plus grand que compétence acquise, fabrication d'outils magiques, j'ai acquis une autre compétence dès que j'ai terminé le processus, alors j'ai maximisé les deux et je les ai activés. L'étape suivante consistait à vérifier le fonctionnement du circuit, mais je n'avais aucune idée de la marche à suivre. Tout ce que disait le livre « Fondement des outils magiques » était, une fois le processus terminé, essayer de laisser la magie s'y infiltrer. Les auteurs avaient probablement omis de décrire ce détail, tellement il leur paraissait évident. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Remarquant que j'étais arrivé à un bon point, Arisa, qui ignorait les cartes d'études pour me regarder avec curiosité depuis un moment, m'a rejoint pour discuter. Outil magique numéro 1. Vraiment? Tu peux les fabriquer toi-même? Je suppose que oui. Tu veux tester? Puis-je? Arisa avait l'air si enthousiaste que je me suis senti coupable. Essaie de laisser la magie s'y infiltrer. Pas de problème. Pour utiliser un outil magique,
il suffit de transmettre le pouvoir de ta main droite à ta main gauche, non? Merci pour l'explication. Maintenant, je pouvais faire quelques essais et erreurs en douce. Très bien, c'est parti. Arisa déversa sa magie dans l'outil, et le cuivre terne prit une teinte rougeâtre. D'accord, ça devrait suffire. Et maintenant, une fois que tu l'auras inséré, la magie circulera dans le circuit. Super, super. Et après, c'est tout. Elle fait le tour du circuit jusqu'à épuisement. Quoi, sérieusement? C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, alors ça ne va pas être compliqué. Oh, mec, tu m'as fait espérer, se plaignit Arisa, extrêmement insatisfaite. Franchement, je ne vois pas pourquoi on s'attendrait à ce qu'un simple cercle fasse quelque chose de compliqué. Désintéressée, Arisa retourna au livre de sorts qu'elle lisait. J'attendis que sa magie s'épuise et que le cuivre reprenne sa couleur d'origine. C'était à mon tour d'essayer. À en juger par la jauge de PM d'Arisa, je n'avais besoin que d'une infime quantité. Prudemment, je posai mes mains sur le circuit magique et imaginai la magie couler de ma main droite dans ma main gauche. L'instant d'après, ma création vola en éclats dans un éclair de lumière rouge. Je réagis instantanément, attrapant le par-dessus que j'avais posé à proximité au cas où et attrapant les fragments de cuivre et de bois avant qu'ils ne volent dans tous les sens. Des ennemis? Attention, monsieur. Tama et Pochi se précipitèrent vers moi à la soudaine explosion. Lisa et les autres jetèrent également un coup d'œil dans ma direction. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Désolé de vous avoir fait sursauter. Je m'excusai auprès du groupe et retournai à mon expérience. En consultant mon journal, je constatais que j'avais gagné toutes sortes de compétences et de titres grâce à ce petit incident. Plus grand que compétences acquises, manipulation magique, plus grand que compétences acquises, surcharge, plus grand que titre acquis, concepteur d'outils magiques, titre acquis, ingénieur d'outils magiques, titre acquis, agent de destruction. Les compétences semblaient utiles, alors j'ai investi des points dans chacune d'elles. Comme surcharge semblait destiné au sabotage, je l'ai ensuite mis sur inactif. Cela pourrait s'avérer utile si jamais je devais détruire un équipement magique dangereux. J'ai recréé le même circuit et essayé de l'infuser à nouveau. Comme je possédais désormais la compétence manipulation magique, je me suis dit que ça ne poserait aucun problème, mais je me suis éloigné de quelques pas d'Arisa avant de commencer l'expérience, au cas où des débris seraient projetés. Cette fois, j'ai fourni la magie sans problème. Peut-être parce que je l'avais fabriquée grâce à mes nouvelles compétences de haut niveau, le circuit a fait circuler l'énergie plus de 10 fois plus longtemps que le premier. Une fois maîtrisé, j'ai eu le sentiment de pouvoir l'utiliser pour fabriquer un condensateur, une batterie MP, ou autre chose. J'ai continué mes expérimentations jusqu'à l'heure du coucher, en travaillant sur les circuits d'entraînement des fondements des outils magiques. J'ai ainsi réalisé que les circuits magiques partageaient de nombreuses similitudes avec les circuits électriques, tant au niveau de leur structure que de leur fonctionnement. Certaines sections auraient été identiques si l'on avait remplacé la magie par l'électricité. Cependant, il y avait aussi des circuits dont les caractéristiques semblaient physiquement impossibles, ils n'étaient pas totalement interchangeables. J'aurais aimé essayer de prototyper beaucoup de circuits, mais je n'avais ni le matériel ni les matériaux. J'avais quelques outils dans mon butin du berceau et de la vallée des dragons, mais trouver les bons ingrédients était si difficile que j'ai tout simplement abandonné. Il me faudrait les acheter dans la ville voisine. Ma liste de courses était si longue que j'avais peur d'oublier des choses, alors j'ai utilisé la fonction mémo de l'onglet réseaux sociaux pour prioriser mes achats. Après un dîner copieux, nous avons dégusté un thé. Lisa, qui semblait ruminer quelque chose depuis un moment, a pris sa décision et s'est approchée de moi. Maître, j'aimerais m'entraîner avec Pochi et Tama pour préserver nos compétences. Ça vous va? J'étais un peu nerveux à l'idée de ce qu'elle allait me dire, mais comme ce n'était rien de grave, j'ai accepté sans hésiter. Bien sûr, de vraies épées seraient dangereux, alors j'ai abattu un arbre à proximité et fabriqué des épées et un bâton en bois ayant à peu près la forme d'une lance. Maître, j'aimerais participer aussi, je vous en prie, a dit Nana. Bien sûr, c'est d'accord, ai-je répondu en regardant les filles bêtes s'entraîner avec plaisir. J'ai fabriqué une rapière en bois pour elles. N'utilisez simplement pas de flèches magiques pendant l'entraînement. Restriction enregistrée. Maître, votre ordre a été accepté, je vous informe. Nana a hoché la tête d'un air absent. Les filles bêtes étaient de niveau 13, donc comme Nana n'avait qu'environ la moitié de leur niveau au niveau 7, je lui ai permis d'utiliser le sort de renforcement corporel de sa magie fondamentale. Cela constituerait un handicap approprié. Je les ai laissés s'entraîner en duel en 1 contre 1 et en 2 contre 2. Étant l'arbitre et le médecin de garde, je n'ai pas participé à l'entraînement. Comme prévu, Lisa est arrivée largement en tête, suivie de Tama, Pochi et Nana. Tama était experte en esquive. Elle avait donc le don d'obtenir une égalité en esquivant les attaques de son adversaire jusqu'à la fin du temps imparti. Les attaques de Pochi étaient à peu près aussi efficaces que celles de Lisa,
mais elle était trop concentrée sur l'attaque, au détriment de la défense et de l'esquive. Lisa profita donc de ces ouvertures pour la vaincre. La pauvre Nana ne remporta pas un seul match. Elle aurait peut-être pu gagner de justesse si elle avait utilisé ses flèches magiques, mais pour l'instant, il semblait que les niveaux et l'énergie supérieure des filles bêtes étaient trop importants pour elle. Cependant, elle était la meilleure défenseur des 4. Elle serait probablement un bon tank une fois son niveau plus élevé. Après s'être débarrassée de la sueur de l'entraînement, elles mangèrent une soupe que Lulu leur avait réchauffée, et je l'ai mis au lit. Alors que j'étais de garde avec Arisa, une chauve-souris vampire nous a attaqués. Bien que son nom fasse penser à un monstre, ce n'était qu'une chauve-souris suceuse de sang ordinaire. J'ai fouillé dans mon manteau pour sortir mon pistolet magique de son rangement et l'ai abattu à travers une de ses ailes. Puis, en cochant une flèche dans l'arc court, j'ai acquis la compétence arc, en la pressant contre la chauve-souris alors qu'elle s'agitait au sol. Je ne voulais pas torturer l'animal, alors j'ai utilisé un couteau pour le tuer instantanément une fois la compétence acquise. Le lendemain, le 5e matin depuis notre départ de la ville, je me suis réveillée et j'ai vu une montagne de chauves-souris vampires préparées et dévêtues. En consultant ma carte la veille, je n'avais vu aucun nid à proximité, elles avaient donc dû attaquer à plusieurs reprises jusqu'au matin. Du coup, nous avons mangé des chauves-souris grillées au petit déjeuner. Elles sentaient bon, mais je n'ai pas pu me résoudre à en manger. J'ai fait semblant d'en goûter une et j'ai laissé les autres s'occuper du reste. Arisa et Lulu étaient du même avis que moi, alors les chauves-souris grillées ont disparu dans l'estomac des filles bêtes. Toutes trois ont dévoré à leur faim, ô compris. J'imagine qu'ils étaient peut-être plus savoureux qu'ils n'en avaient l'air. Je suis en voyage dans un autre monde, je devrais peut-être trouver le courage d'y goûter la prochaine fois. Alors que j'avais pris cette résolution, la calèche nous a emmenés hors du comté de Seriou pour entrer dans celui de Kouanou.